Bon retour, bienvenue sur votre antenne, bienvenue dans la continuité de 10 le Zénith après cette chanson d'Adela Bikim que nous saluons fièrement ce matin. Et bien on va poursuivre l'édition notamment avec une question portée sur simplement le tripatouillage observé dans la désignation des chefs traditionnels au Cameroun. Comment parvient-on à désigner les chefs traditionnels au Cameroun? On sait bien évidemment que dans certaines sociétés, dans certaines communautés, c'est des notables qui décident de qui sera chef. On sait également qu'il y a des successions qui sont héréditaires. Et bien on sait également que dans certains clans, voilà, on décide de ce que ce sont des familles qui vont succéder au fur et à mesure. Le tripatouillage, on en parle encore ce matin. Comprenez-vous quand je suis à ça, Dominique Audrey? Oui. La colère de Charles Hamel de ce matin m'a renvoyé à une parution du chef des Bamandjou, c'est le roi Jean Rameau. C'est Jean Rameau. Jean Rameau Sokoudjou, oui, qui a fait une tribune justement pour revenir, c'était à la suite de la destitution du chef des lois EFA, qui est monté au créneau pour exprimer sa désolation au vu de ce que deviennent les chefferies aujourd'hui. Il a mentionné le fait qu'il ne comprenait pas par quelle alchimie on est passé des royautés et on s'est retrouvé à avoir des chefs de premier, deuxième, troisième degré. Il a également décrié le fait que les chefs aujourd'hui ont décidé de s'asseoir à même le sol. Donc du moins, je vous renvoie à lire cela pour comprendre de quoi retourne la colère de ce matin. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une disparition de nos royautés. Généralement, sur ce plateau, on dit que les royautés ont précédé la République. Avant qu'on ne soit une République, on était déjà dans de petits États qui étaient régentés et justement gérés par ces chefs-là. Et bien organisés. Voilà. Et les articles qui mettent les décrets, les articles du décret de 77 organisent justement l'existence de ces différentes chefferies. Et on vous fait savoir que lorsque il y a la vacance qui a été signalée, notamment à l'article 10, l'administration pourrait, avec le concours des notables, procéder à des consultations pour pouvoir désigner des chefs. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce qui nous est présenté, c'est l'imposition, disons ça comme ça. On assiste à une sorte d'imposition de chefs à la tête de nos villages, avec pour conséquence les remous au niveau du peuple qui ne se sont pas intégrés dans cette prise de décision. Lorsqu'on parle de consultation, c'est que vous venez vers nous et vous nous demandez comment est-ce que ça se passe, puisqu'on a un chef qui est malade, on a un chef qui est décédé ou bien un chef qui ne peut pas assumer sa fonction. Comment est-ce qu'on procède? Et à ce moment précis, on fait appel aux personnes qui sont dans ces chefferies-là. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a un peuple qui se révolte parce qu'on ne se reconnaît pas dans ces chefs. Souvenez-vous que dans la localité de Dibeng, en 2012, on a assisté à un remous pareil avec un problème de chef. Il y avait un problème également au niveau de la désignation. En Gompeng, en 2020, on a eu un problème avec cette chefferie. À Bango et Kombité, Charles Hamel a mentionné. À Mangawa, à Godola, à Louga, dans la localité septentrionale du Cameroun, on a ce problème qui revient encore et encore et encore. Et le risque, c'est que ce soit généralisé. Donc, l'administration a un rôle, disons, de supervision, mais ne pourrait pas entrer pour pouvoir gérer ce genre de choses parce que tout est déjà... Elle le fait aujourd'hui, Dominique Audrey, parce qu'on sait comment est-ce que l'administration a suffisamment pénétré les chefferies pour décider de qui sera désigné comme chef après le décès de l'un des leurs. Hein. C'est en contradiction avec l'article 8 de ce décret de 77. Mais lorsqu'on destitue un chef comme Sa Majesté Bilo Efa à Yaoundé, à Messa, souvenez-vous, quels sont les faits qui étaient reprochés à Bilo Efa? C'est sous Atangandi qu'il faut bien sûr le dire. Il a été destitué. Pourquoi? Parce qu'il appartient à un parti politique dit de l'opposition. Alors, parce qu'il n'est pas dans le parti politique au pouvoir, Bilo Efa simplement a été écarté. Vous comprenez justement la logique de ce qu'on appelle l'administration. Vous êtes chef supérieur, ou bien vous êtes chef d'une communauté, vous devez automatiquement appartenir au parti au pouvoir. Alors finalement, ceux même qui gèrent le pouvoir, descendent-ils du ciel comme qu'il le dirait? Vous n'avez pas une communauté, je parle ici précisément du Minat, il ne connaît pas ce que c'est qu'une chefferie traditionnelle. D'accord, on est en République. N'a-t-il pas de chef chez lui? Ne sait-il pas comment ça se passe?
Bien sûr qu'il sait, mais aujourd'hui, on sait qu'on peut acheter tout ça. Aujourd'hui, on sait qu'il suffit. Justement, dans cette même tribune, le roi a raconté une anecdote, a parlé même de comment lui-même il a failli être destitué à une certaine époque, parce que les gens pensent qu'avec le pouvoir, l'argent et un certain carnet d'adresses, on a la possibilité de tout faire, de tout arracher, de tout avoir en notre possession. Donc aujourd'hui, je ne sais pas par quelle magie on va pouvoir arranger cela, mais je crois que si le Premier ministre continue dans sa lancée d'intervenir ou bien de prendre la situation, de créer des commissions qui vont redescendre sur le terrain pour pouvoir apaiser les tensions, c'est une bonne chose, mais le tripatouillage au niveau de la désignation des chefs, ça doit s'arrêter. Parce que le risque, c'est qu'on aura de micro-tensions, de micro-guerres un peu partout. Parce qu'on sait comment ça se passe, on sait comment ça se désigne. Si dans la famille Ngachou, c'est vous qui êtes désigné, c'est chronologiquement, vous devez suivre votre père, il est incongru que ce soit Oyengele qui vienne succéder à Ngachou. Pourtant, il y a des petits Ngachou qui doivent succéder. Et à ce moment, il y a des normes, il y a des consultations à faire. Ce sont des petits pays qui ont besoin, qui savent comment ça fonctionne à l'intérieur et on doit respecter ça. Ça obéit simplement à une logique, va-t-on dire, Pamela Phomène, diviser pour mieux régner. On en parle tout le temps. On a morcelé le Cameroun en de petits États qui ont des petites structures jusqu'aux chefferies de 3e degré pour mieux contrôler en réalité le peuple camerounais aujourd'hui. C'est une logique, c'est une position très impérialiste, on va le dire. On dit pour mieux régner et ceux qui sont au pouvoir sont dans la logique de servir dans les Occidentaux, notamment Paris, au niveau du Cameroun, Pamela Phomène. On sait tout simplement que la désignation Cameroun est devenue une affaire de soit relation, soit de l'argent. Autrefois, lorsqu'il y avait un chef, lorsque le chef décède, on ne réfléchit pas, on connaît qui va directement le remplacer. Soit le chef a fait, comment est-ce qu'on appelle ça? Un testament, voilà, disant que si je ne suis pas là ou bien si je décède, voilà tel fils qui va me succéder. On appelait ça généralement une lignée directe. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, ça n'existe presque plus, peut-être dans certaines régions, par exemple à l'ouest. Et c'est le chef même qui doit décider de dire que si je vais en voyage, je dis n'importe quoi, c'est tel notable qui me remplace pendant que je ne suis pas là. Ça peut arriver, comme le cas de Bangou, que l'administration se met dans une affaire de succession, mais en principe, cela ne devrait pas exister. Ça doit concerner uniquement les chefferies et les notables, parce que ce sont les notables qui décident qui est le chef. On a une illustration pour revenir à l'identification de qui va succéder le chef. Si on revient dans la chefferie Sultanat Bamoun, on a vu avec le décès d'Ibrahim Bouboudjouya que voilà, le chef avait déjà été présenté bien avant. Il était connu de tout le monde. Il faut là aujourd'hui. Donc on savait. Mais comment comprendre que l'administration rentre et vient décider de qui sera chef? Je vais prendre le cas d'un petit village à Banganté précisément, parlons de Bangoula, qui s'appelle Babou. Babou peine à avoir un chef aujourd'hui parce que justement il y a la même mise de l'administration là-dedans. Poursuivez madame. Est-ce que le chef Babou en mourant n'avait pas laissé un testament qui attestait que si aujourd'hui je ne suis pas là, voilà telle personne qui va diriger? S'il n'a pas laissé, forcément l'administration va s'introduire pour des fins utiles. Peut-être il y a de l'argent dans cette succession ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, lorsque l'administration s'introduit dans une affaire de succession, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Mais Charles Lamette, tout à l'heure dans la colère, a mentionné qu'il y a l'implication des élites aujourd'hui qui décident parce que les élites ont beaucoup d'argent. Quelle est la position d'une élite? Quelle est même la place d'une élite dans une chefferie traditionnelle? La place de l'élite, c'est au niveau de l'installation. Pourquoi? Les notables ont décidé... Vous êtes dans la communauté, vous êtes comme fils et filles de la communauté. Vous décidez en quoi? Lorsque le chef parle, que ce soit vous qui venez dire mieux que ce que le chef a dit? Il ne suit pas juste le pouvoir du chef, ce qui ne devrait pas exister. Moi, je me dis à mon avis que c'est l'administration qui devait agir au niveau de l'installation. C'est-à-dire que le comité de notabilité, ils ont déjà établi un programme que voici le chef qui va prendre le trône. On appelle maintenant l'autorité administrative. Ok, viens assister à l'installation. Tout simplement, il n'a pas un droit d'exiger quoi que ce soit au niveau de la succession. Très bien. On parle peut-être, Charlamagne Bachou, de
les tripatouillages qui existent dans la désignation des chefs traditionnels aujourd'hui au Cameroun. Mais je voudrais insister sur un fait pour montrer la désacralisation reconnue aujourd'hui au Cameroun de ce qu'on appelle les chefferies traditionnelles. Une histoire connue de tous, un chef traditionnel qui est convié à une rencontre à Yaoundé par une élite bien connue et qui, à l'entrée de Yaoundé, une autre voiture, un cortège vient le prendre, on le ramène dans la ville, on le ramène directement dans une cellule où il a été gardé au frais quelques jours avant de ressortir. Et ceci, la communauté est restée muette devant l'élite qui a posé un tel acte. Vous comprenez la logique, Charlemagne Mathieu? Alors, il faut dire que ceux qui ont prêté le flanc, il y a deux facteurs. Le premier facteur, il faut le dire, c'est l'aspect traditionnel en lui-même. On l'a connu dans tout, jusque dans le royaume Bamoun, M. Ngachou. Ceux qui peuvent parcourir, les spécialistes pourront véritablement se rendre compte. Il y a des faits qui peuvent disqualifier des lignées et puis qui peuvent disqualifier des rois. Vous avez tenté de brûler le patrimoine du village, notamment la chefferie, ou si vous avez brûlé la chefferie, vous êtes disqualifié. D'office, vous êtes disqualifié. On ne détruit pas le patrimoine. La chefferie, c'est le royaume. Premier point. Vous avez versé le sang. Vous êtes disqualifié. Vous avez trempé dans la sorcellerie. Vous, votre famille a trempé dans la sorcellerie. Vous êtes disqualifié, monsieur Michel Ngachou. Vous vous êtes retrouvé un temps soit peu à arracher la femme de quelqu'un, ou bien vous êtes dans le vol, monsieur Ngachou, vous êtes disqualifié. Donc, il y a un ensemble d'interdits qui entourent. Rassurez-vous, ce n'est pas qu'on va se lever, vous pouvez être un ayant droit, mais pour avoir posé des actes et des actions répréhensibles, on ne vous donne pas. À côté de ça, il y a des aspects de maladie. Vous pouvez désigner quelqu'un qui a un problème de cancer. On a détecté le VIH-Sida, on a détecté, on ne peut pas lui donner la succession. Vous avez atteint un certain âge. Et à un certain âge, on dit vous ne pouvez pas prendre pour faire un coup règne. On joue. Il y a plusieurs facteurs qui entrent, monsieur Michel Ngachou. Ces facteurs étaient jusqu'à une certaine époque bien gérés sur le plan traditionnel. Lorsque vous parlez de lignées, vous allez vous rendre compte qu'il y a des villages où la moyenne en termes de règne, c'est 25 ans. On se battait pour atteindre au moins la moyenne de règne, 25 ans. Il y a d'autres villages où on se battait des chefferies, où vous allez voir, on a 50 ans, 40 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Allez interroger, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, on se retrouve avec des morts, on se retrouve avec des maladies, et chaque jour, les sociétés n'évoluent que par, on va le dire, certaines crises. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on s'est dit, la majeure partie des villages se sont dit, nous avons parfois à la tête des chefs qui n'accompagnent pas suffisamment les populations dans leurs projets. Monsieur Ngachou, vous avez des chefs qui ne vont pas à l'école, qui sont pas allés à l'école. On a mis un peu le bémol instruction pour permettre à ce que ceux qui prennent puissent comprendre quand on parle développement, quand on parle projet pour le village, quand on parle qu'ils puissent comprendre au moins. Avant cette période, c'était les élites. Les élites qui intègrent disent non. Nous, on ne peut pas seulement nous contenter d'être à côté de toi. Il faut que quand on parle par là à Yaoundé, on parle comme les vrais fils du village. Vous entendez, on lui donne le titre qui dépasse tous les autres titres, Bongo. Le gars arrive à Yaoundé, le jour de l'intronisation, il demande que toutes les caméras de toutes les télévisions soient au village parce qu'on va filmer Bongo. Il arrive à Yaoundé, il dit on ne me tend plus la main, je suis devenu Bongo. Il faudrait maintenant pour me parler. On a créé ces autres porte-paroles traditionnels, mais élites, qui sont allés au niveau du pouvoir central, dit nous avons infiltré, nous détenons. Et voilà comment ces personnes arrivent sans aucune initiation. Ils sont l'oreille du chef, même si le chef est assis, on dit telle personne est là. Le chef abandonne son cercle de réunion pour aller rencontrer cette personne. Il invite même à venir s'asseoir. Alors que ce monsieur est un fils d'esclave. Alors que ce monsieur n'a même pas de titre, de notabilité, sa famille n'est rien. Même pas Tinda. Même pas Tinda de la chefferie. Ils ont intégré toutes les strates. Ils portent tous les noms, tous les titres, au mépris, monsieur Ngachou, des véritables
détenteurs du pouvoir. Vous avez plein de chefs de l'administration, que je dis chefs de l'administration, qui n'ont que les habits de chef. Ils n'ont rien. Ils sont pleins qu'on a fait habiller. L'administration a dit c'est eux, oui, on peut mettre l'habit. On n'a rien mis. Ça a déstructuralisé, littéralement déstructuré la chefferie. Ça a désacralisé aujourd'hui la chefferie en telle enseigne que vous vous imaginez pour l'arrestation d'un chef, vous voyez 3 ministres qui ne sont rien entrer dans le lac, aller dire au 7 et au 9 comment ils doivent faire. Parfois chasser le 7. Posez-vous les bonnes questions. On se les pose à la main. Donc, vous vous rendez compte que les gars ont infiltré personne. C'est les enfants même du village, devenus élites, qui ont infiltré, qui ont mis les véritables personnes détenteurs à côté et qui ont pris leur place pour créer ce qu'ils ont appelé le noyau dur de Comment la chefferie. revenir donc à la logique qui voudrait qu'on puisse avoir des chefs traditionnels qui respectent les lignées et surtout les volontés des peuples ou des Non, communautés. permettez-moi de terminer. Pour qu'on se Lorsque l'administration vient en consultation, l'administration vient prendre un 9. La qualité de français approximatif. Les réponses qu'ils vous donnent, véritablement, pour comprendre, c'est qu'il faut avoir causé avec Mathusalem. Qu'est-ce qu'on met devant? Les mêmes élites. On dit, mais tu m'as dit que tu étais un gong, ça un gong. Dans ton verre, viens t'asseoir, dis-nous, tu me dis ces choses. C'est encore l'élite qui revient retémoigner, réorganiser. Le tripatouillage, c'est à ce niveau. Chasser tous ces gens qui portent des titres inutiles et dont les parents ne sont rien. Si vous réussissez à les chasser, vous parlez du cas de Babou. Mais la personne qui est entrée porte un titre de notabilité, pas n'importe quel titre de notabilité. Comment cette personne a porté cela sans être initiée quelque part? Reine-mère de reine-mère. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Monsieur Ngatou, je n'ai rien dit. Reine-mère de reine-mère. Oui, oui, il faut une initiation particulière. Donc ce sont ces mêmes élites qui arrivent en disant, hey, vous avez le foncier qui joue beaucoup dans cette affaire, le foncier, ou des élites, une élite comprador. Parce qu'elle veut acquérir 2500 hectares pour ce qui est du cas de Douala, M. Ngatou. D'autres qui veulent acquérir des bas-fonds. On dit non, mettons tel. Le village sait que voilà les Bessangong, voilà les Bengong. Voici. Quand les gars là parlent, on ne peut pas parler. Le vrai gars même, le vrai 7 et 9, il se met derrière, lui donne 20 000, il dit on dégage. Ce sont eux qui décident en disant, mettons celui-ci pour avoir toutes les terres, pour avoir tout ce qu'on veut, pour l'orienter. L'émotion naît comment? Incroyable. C'est l'élite qui met le chef. C'est pour ça qu'on parle de cette tripatouillage. C'est l'élite qui met le chef. Et c'est cette élite qui vient rédiger en disant, tu sais qu'on t'entretient. On n'a plus de chance alors d'avoir des chauffeurs au Oui, on n'a plus de chance. Mais vous avez des gens, monsieur Ngatou, vous avez des gens qui votent. Cette élite comprendor, c'est Bengong et tout ça, qui votent. Non, j'aime bien employer Ils vous ont frappé. Les gars t'ont frappé comme moi. Tu racontes quoi là-bas? Bah ouais. Ah ben dis donc. D'accord. Melbachou. Voilà. On va vous dit merci infiniment. Vous savez, ça me rappelle une émission de radio que nous écoutions à l'époque sur Africa numéro 1, parce qu'il faut le dire rapidement, avec Feu Patrick Mandon, et qui pendant une émission justement, des choses se sont passées. Il a dit, quand il revient, il dit tout le monde, personne ne bouge, restez tranquille parce qu'il sait exactement ce qui se passe. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Allez, on se comprend très bien. Allez, on va rapidement prendre les messages, mesdames et messieurs, parce qu'il y a tellement de messages ce matin que vous nous envoyez. Et Pamela Fomen, bien vouloir bien évidemment nous lire ce que nous disent nos téléspectateurs. Alors, cette dame faire le concours avec la mort sans le savoir, elle est déjà vide spirituellement. Il faudrait impérativement qu'elle rencontre un vrai homme de Dieu pour sa délivrance. Surtout, quitter ce foyer maléfique avec ses enfants si elle continue à regarder ses fausses prérogatives de mariage et écouter son père, elle finira certainement sous la tombe.
Non, Permettez. conseillez-lui plutôt d'utiliser des clous de girofle et le sel. Non, on ne peut pas laisser passer en disant qu'allez voir un homme de Dieu. Le clou de girofle a la valeur de revitaliser, recharger, requinquer et le sel de purifier, monsieur Ngachou. Voilà, vous devez merci. le Les savoir. hommes de Dieu Et ont savoir leur rôle, que, et savoir ça, que toutes ces personnes, méfiez-vous des gens qui viennent sous le principe de Sadaka, vous apportent tout ce qui est blanc, le sel, le sucre, le riz. Je peux vous en citer comme ça plein. Ils sont en train de laver. Ils lavent leurs impuretés et vous les transmettent. Les prières, les bénédictions que vous donnez, vous rechargez les leurs. Alors, je pense que cette femme doit quitter son mari et consacrer sa vie à Dieu. Elle devrait aussi vivre de son père, car celui-ci est complice Julio depuis Yaoundé, Colmessin. Cette femme est déjà mourante, ce monsieur l'a déjà endoctrinée, elle ne peut plus quitter de ce mariage, qu'elle confie tout simplement sa vie à Dieu. Ingrid depuis Douala. La chefferie supérieure du canton Bakoko-Bassa a été arrachée et délocalisée par un haut indignataire de ce pays du village Béané au village Mboké au sud du Cameroun. Cette femme doit aller rencontrer sa mère et ne pas obéir à son père. Cet homme qui est son mari n'est pas un homme pour elle. Est-ce que cette fille est suffisamment mature pour comprendre ce que son père est en train de faire? Parfois, vous voyez un père porter un enfant. Il fait passer l'enfant entre les jambes. Il joue avec l'enfant. Pendant qu'il joue, vous êtes en train de croire. Vous croyez que vous voyez le jeu. L'enfant qui est en train de dire alors qu'il est en train de faire une chorégraphie. Pendant que la fille rentre, il dit à la fille, viens me causer avec moi. Il dit à la fille, assieds-toi sur cette chaise. La fille s'assied sur cette chaise. Pendant qu'elle cause, il a donné quelque chose à la main en disant que dans l'huile de ma fille, mets ça pour se oindre jusqu'à la fin de sa grossesse. Est-ce que vous savez, ce n'est pas tout qu'on dit aux enfants. Ce n'est pas, même adulte, ce n'est pas tout qu'on dit aux enfants parce qu'il y a des choses que l'enfant ne saurait pas apprécier. Mais je dis à cette fille, le fait pour le père de lui avoir dit de rester, mieux elle reste dans cette nasse au crabe. Elle est plus protégée là-dedans qu'elle est à l'extérieur. Et elle continue d'accoucher. Vous le savez, vous, monsieur Ngachou. C'est ambigu quand même ça. Elle peut continuer d'accoucher. Elle va accoucher normalement. Si elle va encore C'est accoucher, elle ambigu. va accoucher. Voilà. Je Allons-y. pense que la solution est de partir avec sa progéniture. Ce mariage va te coûter la vie. Elle ne bouge pas. Cette femme doit quitter son foyer pour la sécurité de ses enfants. Cette femme doit rester dans ce foyer pour éviter le pire. Que cet homme continue ce qu'il a commencé. Ah bon? Je dirais que cette femme est calée, qu'elle reste juste dans les prières avec ses enfants. C'est tout ce qu'on peut lui conseiller ce matin. Il faut prier en fouillant. Votre mari vous casse la gueule tous les jours. Il faut supporter le mariage, c'est comme ça. C'est pareil. Cette femme est dans ces sectes depuis longtemps, mais elle ne s'était pas rendue compte. Son mari l'a complètement englobée. Elle doit tout simplement rester et finir ce que son mari et elle ont commencé. Le père de cette fille est complice avec son beau-fils. Cette fille doit quitter immédiatement ce mariage. Non, son père... Peut-être c'est pour ça, comme Charles a raison, puisqu'elle dit que son père reçoit l'argent avant de le lui renvoyer. Peut-être qu'il travaille d'abord dessus. Il y a des rituels qu'on fait sur des gens qui font 50 ans, 100 ans. Il faut faire très attention. Il y a des familles ici dont on n'a jamais vendu un seul membre. Entrez dans toutes les sorcelleries du monde. Quand vous prenez le nom de cet enfant, vous allez, c'est vous qui restez. Voilà. C'est comme Vous ne pensez pas. Oui, non, vous en savez quelque chose, monsieur Ngachou. Il y a des familles, on a vendu partout. Mais là, on n'entre jamais. On vous dit que son grand-père. On dit que non, il est amer. Il est amer, il faut le sortir. On ne peut pas l'avaler. C'est très compliqué. Allez, ça se demande des messages parce qu'on a des annonceurs qui nous retrouvent dans un instant. Pamela Fomel, nous nous écoutons. Cette femme connaît beaucoup de choses sur son mari puisqu'elle a eu à siéger avec son mari. Cette fois, les conditions ont été plus fortes qu'elle et elle crie au secours. Qu'elle termine tout simplement ce qu'elle a commencé en se confessant à sa famille. Très bien. Merci infiniment Pamela et merci aux téléspectateurs très nombreux pour ces messages que vous nous envoyez ce matin. Donna Briskamgan, sur la question, peut-être une petite virgule. Hein, vous pensez que les conseils prodigués, elle peut les entendre?
Non, c'est Votre pas... position est Oui, tranchée. moi je lui ai dit de quitter ce mariage. Elle est en danger. Vous ne changez pas. Oui, elle doit quitter ce mariage. Il ne faut pas dire la prière, oui, d'accord, mais il faut prier en cédant soi-même. Ouais. La première chose à faire, c'est de partir en priant, mais étant hors de cette concession qui est déjà presque maudite. Non, sur les chefs traditionnels, je voudrais simplement ajouter que il y a un concept qui est incrusté dans les usages, dans les méandres de l'administration, dans la législation administrative sur le sujet, on parle d'homologation. Le concept d'homologation est flou. Si vous prenez un domaine comme le football, je crois qu'à la FECAFOOT a une commission appelée commission d'homologation et de discipline Oui. qu'on saisit lorsqu'il y a un contentieux. Pour l'homologation, pour ce qui s'agit des chefferies traditionnelles, c'est en fait une sorte de désignation voilée. C'est-à-dire que c'est l'administration qui choisit qui est chef et qui ne l'est pas. Et les chefs doivent savoir que leur légitimité ne vient pas d'un décret. Le décret ne fait pas que vous soyez respecté. Un décret, on n'obtient pas le respect par l'intermédiaire d'un décret. Le décret viendra, la légitimité, le respect viendront de quoi? De votre attitude, vos compétences, la qualité de serviteur que vous dégagez. C'est tout cela qui vont construire finalement votre légitimité. Très bien. Enfin, l'administration on doit revenir à l'orthodoxie. L'administration chez nous pense qu'elle a un droit de mort et de vie et de mort sur les populations. Non, l'administration est un simple régulateur. L'administration est un régulateur et est d'ailleurs censée être neutre. Quand je vois la façon dont on a inféodé l'administration au parti au pouvoir, c'est extrêmement grave pour la stabilité sociale. L'une des difficultés, l'une des causes des difficultés qu'on a adressées les conflits sociaux au Cameroun, c'est que l'administration n'est pas neutre. Et à partir du moment où elle n'est pas neutre, les gens ne vont pas l'écouter parce que lorsque les gens pensent que le sous-préfet, le préfet est un ami de Paul Biya et qu'il ne parle que pour défendre l'autorité de Paul Biya, évidemment qu'ils ne seront pas soumis à l'autorité administrative, évidemment qu'ils ne vont pas écouter ce que l'autorité administrative va dire. Or, si on savait que le préfet, le sous-préfet, le gouverneur sont des personnalités neutres qui arbitrent simplement, qui tranchent avec des principes d'objectivité et neutralité, ils seront soumis. Voilà. On va, le dire dans un instant, on va prendre la revue des réseaux sociaux, c'est important peut-être sur cette question-là pour sortir véritablement. Et oui, Charlemagne, vous voulez 30 secondes rapidement, Oui, 30 pour qu'on puisse 30 secondes, secondes, parce que là, vous vous rappelez c'est qu'entre compliqué. 1990 et 2010, à mon temps, nous avons eu une période des chefs sous-préfets. Oui. Nous avons une grande période où on a eu des chefs sous-préfets, on s'arrangeait, des anciens sous-préfets à la tête, on s'arrangeait à organiser pour les positionner comme chefs. Oui. Est-ce que vous connaissez tous les dégâts que ça avait orchestré dans les différentes chefferies traditionnelles? Alors, mais est-ce que, Voilà. la question je vous la pose tout bêtement, est-ce que l'administration, si vous voulez, occidentale, entre guillemets, est-ce que Paris est là pour jouer avec vous? Non, Paris n'est pas votre ami. C'est vrai, Charlemagne, mais permettez- sachez une chose, Charlemagne, dans beaucoup de permettez- villages, il y a plus les 7 et les 9. Charlemagne, je reviens sur le fondement. Je vous ai. Les colons ne sont pas venus justement jouer avec vous. Ils avaient un objectif, c'était de vous détruire. Et détruire littéralement les chefferies traditionnelles. Oui. Quand, souvenez-vous, il y a une histoire qui m'a été racontée ici à Douala, où le général de Gaulle serait venu ici rencontrer je sais pas, quelqu'un de la ville, très puissant, notamment à Bonapriso, et qui lui a dit, mais je suis là parce que je voudrais avoir tout ce que vous avez, vos pouvoirs. Et qui lui rappelle à son tour que nous, on est là, nous souhaitons également avoir ce que tu as. Et ceci finira par une gifle. Vous comprenez en même temps que le mal n'est forcément pas les Africains. Le mal, c'est Paris, c'est la France qui est derrière. Monsieur Ngagne, Pour revenir, on ne peut pas laisser, nous on le dit parce qu'on est des Africains, Charles Hamel, même si on estime qu'on peut prendre position là-dessus, on ne peut pas laisser une administration centrale, gouvernée, dirigée par Paris, détruire les chefferies traditionnelles au forceps, détruire les communautés que nous sommes quand même. C'est un raccourci bizarre et maladroit que vous avez choisi. Oui, pourquoi vous refutez. Oui, oui, il ne faut pas donner l'impression aux gens un que... français, c'est un Qu'est-ce que vous voulez quand on sait justement qu'il y en a qui ont les doubles nationalités, qui beaucoup sont français? Attendez qu'on réponde, Michel. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont été colonisés par la France que vous citez. La France a une responsabilité historique justement sur la malgouvernance et ainsi de suite. Mais ce ne sont pas eux qui gèrent le Cameroun. Le Sénégal, que je cite, a une organisation mieux structurée
nous parlons de chefferie traditionnelle, Oui. la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont une organisation mieux structurée. Il y a peu de conflits. Comparé au Cameroun, dans l'administration, dans l'organisation de chefferie traditionnelle, au Sénégal, au Ghana, ils ont là le Wolof qui est. Donc, ce sont des pays qui ont été colonisés comme nous par la France, mais qui ont des progrès significatifs dans plusieurs secteurs qu'on peut citer. Donc, chaque fois cité Paris comme le début et la fin de nos malheurs, c'est un raccourci maladroit, c'est un mauvais raccourci. Et quand vous faites ça, vous dédouanez ceux qui nous dirigent. On a des dirigeants au Cameroun. S'ils sont commandés par Paris et qu'ils sont patriotes, ils n'ont qu'à démissionner. Ils n'ont qu'à démissionner parce que Paris serait finalement ceux qui les délégués. Non, c'est une excuse très facile. Et les pays qui ont été colonisés par la France n'ont pas le même niveau de développement. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on a des pays où on a, malgré la colonisation, on a des conditions minimales de bonne gouvernance, on a une volonté de créer de bonnes conditions de travail, de vie pour les populations, et c'est la différence à le Voilà. Merci. La revue des réseaux sociaux, c'est important qu'on en parle. Très rapidement, Pamela Fomen, où est-ce que vous nous conduisez ce matin? De l'autre côté, vous avez... Non, d'accord, merci non, beaucoup. Allons-y, Pamela. Ouvrons cette rubrique de la revue des réseaux sociaux par un fait de société. 4 morts dans un éboulement de terrain à Batouri et les circonstances restent troublantes. La scène se déroule au village Belokulo, situé dans l'arrondissement de Batouri, région de l'Est Cameroun, d'après quelques sources concordantes. Il s'agirait de 7 garçons qui se sont introduits clandestinement dans un chantier d'une entreprise chinoise pour tenter de voler du gravier. Malheureusement, l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu et parmi les 4 personnes ont trouvé la mort suite de cet éboulement. Les populations riveraines, alertées par le bruit, se sont déployées sur les lieux du drame pour extraire les corps des victimes. Les 3 autres blessés ont été conduits à l'hôpital pour les soins, en rappelant que les victimes n'ont pas été à leur premier forfait. Commentaire de Nabrès. L'Est, c'est l'histoire du cordonnier mal chaussé. Voilà une région qui a tout en termes de ressources naturelles. Le bois, tous les minéraux que vous avez, l'or se trouve à l'Est, mais où il y a une misère indescriptible. Ce sont les morts de la misère. Et c'est malheureusement le drame de la région de l'Est, qui est gâté par la nature, mais qui est exploité, pressé, j'allais dire essoré par les élites, par le système en place, une fois de plus. Et c'est pas pareil qui demande aux gens d'étonner, de faire signer des contrats avec des entreprises au détriment du développement local. La responsabilité sociale des entreprises qui s'installent là-bas, elle est contenue dans les contrats qui sont signés et qui ne sont pas signés en faveur des populations, c'est-à-dire du développement local. Dominique Audrey. Je suis absolument d'accord, surtout que la responsabilité de ces sociétés voudrait que lorsqu'on a fini d'exploiter une mine, on la referme. Donc, il faudra interroger le comment de cet éboulement sur ces gens. Comment était cette mine lorsque ça leur est tombé dessus? Bien qu'on ne dédouane pas le fait que ces personnes soient entrées là-bas pour voler, il faut faire appel à votre bon sens également. Si ce n'était pas la mort, ça aurait certainement été la prison. Il faudrait quand même que le ministère de l'Environnement s'assure effectivement de ce que les sociétés qui sont chargées d'exploiter les mines dans cette région puissent refermer ces cratères qu'ils créent, parce que lorsque ce ne sont pas les enfants qui meurent là-bas, aujourd'hui ce sont des adultes. Michel Gachou. Voilà, Charles, qu'est-ce qu'on va dire justement de cet éboulement de terrain et de ces morts gratuites aujourd'hui? Alors, il faut dire que l'élite Comprador est encore devant. À nouveau. Oui. Dans une mine chinoise. C'est cette élite. Oui, vous parlez de mine chinoise. Elle ne serait chinoise que de nom si vous allez fouiller, entre guillemets. Derrière, c'est une élite Comprador qui a des prête-noms ici des prête-noms qui permet à toutes ces différentes structures. Qui leur dit creuser, vous laissez, dit on va vous faire quoi? La convention sino-Cameroun est encore en valeur. Il y a plusieurs textes, il y a eu des arrêtés, il y a eu des circulaires, il y a eu tout pour contraindre ces différentes structures à le faire. Les gars qui vont là-bas, ce n'est que la famine. Ce n'est que la famine. Comment vous expliquez que l'Est a plus de bars que toutes les autres régions du Cameroun? Dit-on même d'ailleurs. Je dis l'Est. Ce qu'on Je vous dis l'Est a plus. les Je dis plus de bars en termes de ravitaillement. C'est pas moi qui le dis.
Ah, vous voyez seulement la période, on peut vous raconter plein d'histoires. Pour ceux de Bertois, ils connaissent. Ceux qui sont en Diang, je prends des zones comme Diang, Kenzu, ils connaissent comment ça se passe. Donnez, on dit quand vous allez faire l'élection, allez plus avec des bouteilles de whisky qu'avec des paroles. C'est le langage du whisky qu'on comprend. Qu'ils sortent, il faudrait qu'il y ait un travail terrible qui soit fait dans ces différentes zones pour avoir. Il y a une richesse énorme dans cette zone, une richesse, je dis bien énorme. Mais on a besoin d'avoir des personnes qui vont devoir travailler, défendre, ceux qui se placent au devant pour pouvoir défendre. Rappelez-vous de l'affaire des bouteilles de gaz, ces fameuses bouteilles de gaz qui avaient été attrapées par les militaires. Les gars se sont rendus compte qu'à moins d'une semaine, toujours dans ces fameuses mines dont vous parlez, on sortait avec les bouteilles de gaz au moins 2 ou 3 fois. Un jour, c'est un militaire qui dit, mais je suis fatigué. Vous utilisez quelle quantité de gaz pour que chaque semaine vous sortez avec 3, 4, 5, 8 bouteilles. Il a tenu la bouteille, en inspectant, il s'est rendu compte que le bas avait été soudé. Lorsque est parti ouvrir, qu'est-ce qu'on n'a pas découvert à l'intérieur? Donc c'est pour vous dire, monsieur Michel, lorsqu'on est allé plus loin, on s'est rendu compte que ça appartenait à la femme d'un ancien ministre. Il est ancien, aujourd'hui ça appartenait. Ça a créé tout ce que ça a créé, on n'a jamais pu interviewer, on n'a jamais pu faire venir parce qu'il y a eu des blocages à gauche. Ces enfants, oui, ils sont allés voler, c'est condamnable, mais c'est la famine. Autre sujet, Pamela Fomen. Autre sujet pour sortir, coupure d'électricité, mouvement de colère des populations de Tiko n'en peuvent plus. Tiko, commune située dans le département de Fako, région du sud-ouest Cameroun. Ici, les populations sont abandonnées à leur triste sort. Ils évoquent le problème d'électricité depuis environ 4 mois et plus. Nous, La Route et Rolfox sont ici quelques quartiers de cette localité qui, en quelques mois seulement des examens officiels au Cameroun, les élèves ne demandent qu'une seule chose au gouvernement camerounais, l'électricité. Dans leur mouvement de colère, les populations évoquent le non-branchement des poteaux électriques et quelquefois des baisses de tension incontrôlables. Voilà. Le phénomène, hein, je ne sais pas si on parlera de phénomène de Nabreskanga. Ce n'est plus nouveau. Mais lorsqu'on commence à revendiquer comme ça en sortant et en marchant, est-ce que le pire n'est pas à craindre? Le pire est à craindre, mais nous disons chaque jour que la misère et les frustrations sont le carburant de la révolte. C'est-à-dire que vous accumulez les frustrations, les injustices, et vous pensez que vous pouvez les contrôler indéfiniment, éternellement. Et un jour où les gens disent trop c'est trop, ils sortent et le pire arrive. Je vous rappelle que certaines révolutions ont commencé par des gens qui sortent, par une personne qui sort et qui se met en carrefour, qui se tire une balle dans la tête parce qu'il en a trop. Des coupures d'énergie, de l'inaccès à l'eau potable, du manque de route, et l'exemple de la Tunisie. Donc, cette situation qui est regrettable intervient dans une région qui est déjà en proie à des tensions. Nous sommes à Tiko, dans le département de Fako, dans le sud-ouest, une région sous tension, comme vous le savez. C'est-à-dire que nous sommes dans une crise, dans la crise. Les coupures d'énergie électrique ne sont pas une particularité de la région du sud-ouest, mais évidemment que là où les gens tolèrent, comme à Douala, de passer 2, 3, 4 jours, une semaine sans énergie électrique, il y a des endroits où c'est inacceptable. Une coupure d'énergie, c'est du poisson qui pourrit dans le frigo, c'est une entreprise qui ne peut pas tourner, ce sont des licenciements si l'activité baisse. Donc tout cela, à un moment donné, va devenir inacceptable, inconfortable. Les gens vont, comme le cas Tiko, sortir pour manifester leur colère. Et ce sera peut-être pas gérable. Dominique Audrey. Ce qui se passe à Tiko, il y a quelques mois, on l'a vécu ici à Douala, avec des riverains qui ont décidé de barrer la route parce qu'ils en avaient ras la casquette justement de ces coupures. Regardez par exemple, prenons le cas des éleveurs de volailles qui doivent avoir de la nourriture pour donner à leurs poussins. Lorsqu'ils vont se rendre dans les provenderies, on leur dira on ne peut pas vous donner de provende parce qu'il n'y a pas d'électricité pour que la machine puisse tourner les différents ingrédients. La principale conséquence, c'est qu'on aura des poulets à la maison qui seront affamés, qui vont rater la croissance parce qu'ils n'ont pas eu leur dose de nourriture. Et ce sont des entreprises, comme Donald l'a mentionné, qui vont recevoir un coût parce qu'un animal qui ne croît pas normalement, surtout en matière de poulet, c'est le prix à la revente qui ne sera pas bénéfique pour l'éleveur. Donc, à côté de ça,
l'une des principales conséquences, c'est qu'on a les enfants qui sont en train, en ce moment, de préparer les examens de fin d'année, qui ne peuvent pas étudier. C'est grave et il faudrait impérativement que la société qui distribue ou bien qui transporte, parce que là on est en ballottage. Lorsque vous allez parler des néos, on va vous dire non, c'est pas un néo, c'est Sonatrel. Si vous parlez Sonatrel, que non, c'est un néo et tout ça. Les deux doivent s'accorder pour nous donner définitivement la marche à suivre, parce que tout le monde ne peut pas s'offrir des frais, ne peut pas s'offrir une plaque solaire ou bien un groupe électrogène. Absolument. On n'en a pas les moyens, donc il compliqué, faudrait nous dire impérativement ce qu'on doit pouvoir faire dans notre pays lorsqu'on paye des factures et qu'à un jour de pénalité, on vous colle 5 000 francs CFA que vous devez payer. Vous devez nous dire exactement et concrètement ce qu'on doit faire pour pouvoir avoir de l'énergie. Parce que non seulement le poisson est cher, il n'y en a pas, le poulet est cher, mais lorsqu'on a quand même la force, ou bien quand on a fait la tontine et on a pu avoir une aile de poulet entre voisins, entre gésiers et tout ça, et que je mette ça à congeler et que ça pourrisse, vous voulez que j'aille demander un à qui? À qui? Aujourd'hui, c'est Tico. Demain, potentiellement, on pourra voir d'autres personnes qui vont prendre leurs légumes pourris, leurs tomates pourries, aller déposer devant la société dans laquelle ils payent les factures pour dire que voilà la conséquence, le résultat de vos coupures intempestives d'électricité. Donnez-nous à manger. Cher Lamel, Donald, vous voulez rapidement? Oui, Ah, ça c'est aussi les conséquences des projets mal exécutés. On a dit au gouvernement, il faut construire les mini-barrages dans chaque arrondissement, dans chaque département, pour servir les populations en énergie électrique. Le gouvernement dit non, nous on choisit les grands projets qui vont durer 5, 10, 15 ans, avec des surfacturations des milliers incroyables. Le cas de Menveleux, qui a coûté à l'État du Cameroun 400 milliards de francs CFA, avec 100 lignes de transport. Voilà. Aujourd'hui, la ligne de transport va nous coûter encore les yeux de la tête. J'ai appris qu'on a dépensé 3 milliards pour indemniser les gens pour transporter l'énergie, pour un barrage dont le déconstruit sur un coût de long terme, donc, dont le débit n'est pas bon et qui ne va pas produire grand-chose en termes d'énergie. La solution est là, la Sanaga ici peut encore contenir une dizaine de barrages d'après les experts de ce domaine-là. Ouais. Le gouvernement dit non, on choisit les grands projets où on aura les commissions, où les gens vont pouvoir manger. Voilà, c'est encore l'élite. Encore l'élite. Il faudrait que mon village ait un barrage. Ouais. On a donné à tous les autres, il faut que mon village ait un barrage. Il faut que mon village ait un projet structurant. Mais vous êtes en train de partir. Qu'est-ce que vous avez laissé au sud? À l'est. À l'est Cameroun, vous avez laissé quoi à ces deux régions? C'est un exemple aussi. Non, c'est un peu comme les lycées. C'est ça, qu'est-ce que vous avez laissé? C'est comme les lycées concrets partout. Un député s'élève, mon village doit avoir. C'est l'élite. Même s'il n'y a pas de population, il faut un lycée. C'est l'élite. Après, on dit qu'il n'y a pas d'enseignants. Après, il n'y a pas d'enseignants de mathématiques, il n'y a pas d'enseignants de philosophie. C'est l'élite, monsieur Michel Ngadio. Donc l'élite est dangereux. C'est l'un de nos principaux malheurs. Pour le malheur du Cameroun, l'élite comprendra. Il faut briser l'élite. Je dis toujours, chaque fois qu'une élite arrive au village, cherchez les cailloux. Vous arrêtez. Oui, vous cherchez. Parce qu'il faut mesurer, qu'il sache que ce qu'il va dire. Mais vous avez des gars dans les villages qui ont les groupes électrogènes 30 kVA. Ils ne partagent pas au quartier. Mais il vient vous dire que je suis l'élite. L'élite, c'est quoi? Allez fouiller dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que l'élite? C'est un mot qu'on a créé, inventé. Les populations sortent. Nous avons les députés, non? Je vais vous mettre devant les députés qui sont les élites des zones, non? Ils ont des micro-projets, non? Les députés de cette mandature ont fait combien de forages? Bonne question. Voilà. Mais ils sont surpris par le prix des marchandises, Charles. Ils sont surpris. Si après avoir fait le marketing, certainement, sur les réseaux sociaux. Merci à tous, merci à vous. On va marquer une petite pause et on parlera d'un projet assez intéressant. Des Camerounais de la diaspora qui reviennent au Cameroun et qui pensent qu'il est important d'investir au pays. De quoi cela retourne? Internet a changé ma vie et peut changer la tienne. Grâce au marketing digital, mes entreprises génèrent chaque mois plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Et ce que je me propose de faire, c'est de te partager les techniques que j'utilise afin que tu les appliques toi aussi dans ton business. Et pour ça, j'organise 2 dates de formation, le 23 avril à Douala et le 30 avril à Yaoundé. Les numéros s'affichent pour réserver sa place. Sois présent. Voilà, ce matin, nous parlons avec Monsieur Simon, d'ailleurs, et de ce projet-là. Et c'est un plaisir, bien évidemment, d'être à vos côtés. Monsieur Simon, merci de nous présenter en même temps ce que les Camerounais ne connaissent peut-être pas encore. Bonjour à vous déjà et bienvenue ce matin sur Equinox Télévision.
Oui, bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau. Alors effectivement, je suis Philippe Simo, promoteur d'Investir au pays, qui est une structure qui a pour but, dans un premier temps, de favoriser le retour de la diaspora pour investir dans nos différents pays en Afrique, mais aussi de stimuler l'entrepreneuriat sur place, parce qu'on est convaincu que c'est grâce à l'entrepreneuriat et à l'investissement qu'on va développer nos pays. Investir au pays, sa vision, ses objectifs et le plan continental, il s'agit de quoi concrètement? En fait, comme je viens de le dire, le but simplement, c'est de créer en Afrique une armée d'entrepreneurs, plutôt qu'une armée de politiciens ou une armée de fonctionnaires. Une armée d'entrepreneurs, parce qu'on est convaincu que tous les pays au monde, vous prenez les États-Unis, la France, la Corée, ces pays se sont développés grâce à leurs entrepreneurs. Et en Afrique, il faut qu'on change de focus pour aller là où les choses vont vraiment compter, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat. Nous avons préparé une grande conférence sur le marketing digital ici à Douala et à Yaoundé sur comment gagner davantage en se servant d'Internet. Dites-nous un peu plus, quels sont les profils recherchés, les modalités de participation et surtout les avantages d'une telle formation? Alors en fait, il faut partir du principe que on a simplement fait un constat. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, l'Afrique ne meurt pas parce qu'elle n'a pas d'entrepreneurs. L'Afrique meurt parce qu'elle a de petits entrepreneurs. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis allé étudier en Europe, mais à chaque fois que je reviens au Cameroun en vacances, je constate que la maman qui faisait les beignets à côté de mon quartier est toujours là, toujours en train de faire des beignets. Maintenant, elle porte des lunettes. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que les entrepreneurs au Cameroun ne grandissent pas. Ils ne croissent pas. Parce qu'ils ne savent probablement pas comment faire. Personne ne les forme, personne ne les accompagne. Et donc, moi, ce que j'ai décidé de faire simplement, c'est de partager mon expérience, notamment en ce qui concerne Internet. Internet est un moyen qui permet de gagner beaucoup d'argent quand on sait comment s'en servir. Et ce que je sais donc de faire, moi, c'est d'apporter mon expérience. Et la formation dont vous avez parlé et qui va être diffusée, qui va passer dans le 23 à Douala et le 30 à Yaoundé sera totalement basée sur le marketing digital. C'est une compétence qu'il faudrait que les entrepreneurs aient et même les aspirants entrepreneurs, ceux qui veulent devenir entrepreneurs, parce que grâce à Internet aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir son quartier comme point de vente. On peut avoir le monde entier comme un espace sur lequel on peut vendre. C'est très important. On va dire que c'est une deuxième après la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il y a des retours positifs? J'ai envie de savoir, les participants à vos récentes conférences et formations, ont-ils des produits, des résultats concrets aujourd'hui? Oui, bien évidemment. Nous, on accompagne des gens et c'est vraiment par ça qu'on se caractérise. Hein. Vous n'avez qu'à aller sur Internet, vous cherchez investir au pays et vous allez voir ce qu'on fait. On accompagne des entrepreneurs en France, aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et ce qui nous caractérise, c'est qu'on veut vulgariser le succès. Dans nos pays, quand quelqu'un réussit, il se cache. Et ça, c'est juste contre-productif. Du coup, les gens pensent que pour réussir, il faut tricher, il faut faire la politique, il faut devenir une élite et je ne sais pas trop quoi d'autre. Alors qu'en fait, tout ça, c'est absolument faux. Là où l'argent se trouve, c'est dans les affaires et dans le business. Et ce qu'on fait justement, c'est qu'on montre les résultats de nos élèves. On a des gens qui ont doublé leur chiffre d'affaires. On parle de gens qui faisaient déjà des dizaines de millions, qui ont pu doubler, tripler leur chiffre d'affaires. Et tout ça est disponible sur Internet, sur nos pages. Vous pouvez venir voir et attester par vous-même que ça marche. Mais c'est important qu'on en parle. Mais dites-nous concrètement, que se passe-t-il après ces formations? Est-ce que vous accompagnez les participants dans leur processus de développement ou est-ce que chacun se débrouille tout seul? Alors, pour la formation, par exemple, qui va venir, on a 3 offres de prix. Vous avez des numéros qui s'affichent, vous pouvez appeler pour prendre des détails. Mais en fait, il faut simplement comprendre qu'en fonction du niveau de prix que vous prenez, on va vous accompagner plus ou moins longtemps. On va vous partager tout ce que vous devez savoir samedi, pour ceux qui seront à Douala, et la semaine d'après à Yaoundé. Mais après ça, vous avez peut-être besoin qu'on vous aide à implémenter. Nous, on vous donne les recettes, les recettes, par exemple, pour pouvoir faire votre cuisine. Si vous avez besoin qu'on vienne les faire avec vous, on peut le faire. Ça dépendra simplement du forfait que vous allez choisir. On va bientôt partir. Est-ce qu'il est possible d'investir en Afrique et miser sur le marketing digital pour faire grandir son business ou son entreprise, compte tenu des réalités africaines qui sont d'ailleurs très différentes de celles de l'Europe? C'est vrai qu'elles sont différentes, mais quand quelqu'un se lève à New York le matin et quand quelqu'un se lève à Douala, à Banjul ou à Fumbat, l'un des premiers réflexes que les gens ont maintenant, c'est d'aller sur Internet. Ça prouve que les habitudes sont à peu près les mêmes pour les êtres humains sur la Terre. Et je vais terminer en vous donnant un exemple simple. Si vous voulez lancer un business, ce qui va être très important pour vous, c'est ce qu'on appelle du trafic. Et le trafic, ça dépend de là où vous vous situez. Quelqu'un qui est à Aqua sur un boulevard va avoir beaucoup plus de trafic que quelqu'un qui est à Logbaba, même s'il cuisine mieux. Ça démontre que si vous voulez que des gens découvrent votre business et vendent, il faut que vous alliez là où il y a beaucoup de trafic. Et là où il y a beaucoup de trafic aujourd'hui, c'est sur Internet. On parle de millions de personnes par heure. Et c'est là que chaque entreprise doit se positionner. Plutôt que de se servir de Facebook pour aller rigoler avec ses amis, utilisez ça pour faire de l'argent. Alors, peut-être une dernière question, parce que là, c'est très important. Votre séminaire, votre formation, c'est payant? Si oui, combien? On a 3 tarifs. On a un tarif de base. Alors, on a des tarifs à 80 000, 300 000 et 600 000. Mais, pour tous ceux qui vont appeler, les 10 premiers qui vont appeler après cette émission, on va leur faire des réductions
pour passer à 60, 250 et 500 000. Mais chacun des tarifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, équivaut à un accompagnement. Ceux qui vont prendre simplement le tarif de 60 000 vont participer à la journée de formation. Ceux qui vont prendre 250 000 vont avoir davantage de bonus. Et ceux qui vont prendre 500 000, eux, ils vont avoir un suivi par la suite. D'accord. Message à l'endroit de la jeunesse et tout le monde, en particulier les Africains et la diaspora qui vous regardent ce matin. Tout à fait. Merci beaucoup d'être passé chez nous ce matin, Monsieur Simon. On rappelle en même temps que vous êtes l'initiateur du projet Investir au pays, en espérant que les Camerounais et les Africains qui vous écoutent, bien sûr, prendront part à cette formation, à ces séminaires pour mieux se former et surtout avoir du courage nécessaire à rentrer au pays, investir au pays. Merci, Monsieur Simon. Merci à vous. Merci. Internet a changé ma vie et peut changer la tienne. Grâce au marketing digital, mes entreprises génèrent chaque mois plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Et ce que je me propose de faire, c'est de te partager les techniques que j'utilise afin que tu les appliques toi aussi dans ton business. Et pour ça, j'organise 2 dates de formation, le 23 avril à Douala et le 30 avril à Yaoundé. Les numéros s'affichent pour réserver sa place. Sois présent. Ah ben, justement, c'est sur cette information, cette réclame-là qu'on va se séparer, tout en remerciant finement Charlemagne Mathieu pour la collecte ce matin et tout ce qu'on a développé, Donna Briska également, Pamela Fomen, Dominique Audrey-Yengelek, chers messieurs, madame, le rendez-vous est prêt pour demain, lorsqu'il sera 10h avec le peuple camerounais qui nous regarde chaque matin. Merci à chacun d'entre vous. Merci. À demain 10h.